Le festival Oshéaga est à nos portes et qui dit festival dit flash de boules, line-up de toilettes et drogues récréatives. Pour protéger les consommateurs, le groupe de recherche et d'intervention psychosociale de Montréal aimerait pouvoir tester les drogues qui sont entrées illégalement sur les sites par les festivaliers. C'est une mesure qui est déjà appliquée en Europe et en Australie, mais qui demeure interdite ici. Pourtant, si on savait ce qu'on consomme, est-ce qu'on l'achèterait pareil? On en discute avec Jessica Turmel, coordonnatrice du GRIP Montréal, et on en profite pour apprendre à se geler de façon responsable. Jessica, depuis 20 ans, le GRIP Montréal veut réduire les méfaits associés à la consommation de drogue. En fait, en éduquant le public pour qu'on puisse prendre des décisions éclairées. Votre travail se déploie dans la rue, mais aussi dans certains événements. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez dans un festival comme Oshéaga? On a plusieurs types de services qui sont offerts. On a le service de kiosque, en fait, d'information pour les gens, information-éducation. Donc, on n'est jamais là pour essayer de convaincre les gens de ne pas consommer. On est vraiment là dans une approche neutre, sans jugement, vraiment pour donner la vérité aux gens, leur donner les vraies informations pour qu'ils puissent faire des choix plus éclairés. Donc, on va répondre à leurs questions. Par exemple, pourquoi mes dents gringent comme ça quand je suis sur l'ecstasy? Ouais, mais peut-être que tu as un manque de magnésium, que ça peut venir t'aider. Donc, on est là pour répondre aux questions. Oh ouais. Ah, ben, si je m'apprête à prendre ça, puis là, je prends tel médicament, c'est vrai, là, on apprend que les médicaments qu'on prend, les prescriptions, si j'ai des antidépresseurs, par exemple, bien, ça peut rentrer en interaction avec certaines substances. Donc, les gens, une fois qu'ils savent qu'on est là avec une attitude d'ouverture, en fait, ont plein de questions pour nous. Vous n'êtes pas là pour les empêcher. Non, de exactement. Je comprends. On est vraiment là pour leur donner les outils pour qu'ils puissent faire ces choix-là. On donne aussi du matériel, en fait. On donne du matériel de consommation à moindre risque, comme nos fameux sniff kits. Moi, je suis la personne la plus pure au monde. C'est quoi un sniff kit? Un sniff kit, en fait, c'est un kit pour sniffer des drogues. Qui sert pas juste à accommoder les gens, il y a une raison d'être pour ça, c'est que les gens qui sniffent des substances, souvent vont avoir tendance à prendre des billets de banque, premièrement, ce qui n'est pas très propre. On sait qu'un billet de banque passe par les mains de plusieurs personnes et ça peut entraîner des bactéries, transporter toutes sortes de choses mis dans le nez. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc, avec quoi il faudrait sniffer? Donc, à ce moment-là, on donne des pailles qui sont propres, donc qui sont emballées individuellement. Puis, ça permet aussi aux gens de ne pas les partager entre eux. Donc, on leur apprend, en fait, qu'il n'y a pas juste les seringues qui peuvent transmettre des maladies. Les pailles aussi, en fait, quand on se fait des petites lésions dans le nez en sniffant des substances, ça peut partager certaines maladies. Donc, on est là pour les éduquer aussi là-dessus, leur remettre chacun une paille pour dire habituellement, bien, c'est chacun sa paille, une paille qui va être propre. Et on leur donne des trucs comme ça. Et l'objectif numéro 1, c'est vraiment de rejoindre les gens. Hein. C'est vraiment de discuter avec eux, d'entamer une discussion avec des gens qu'on ne rejoindrait pas nécessairement autrement, qui sont là sur place pour s'amuser aussi. Oui. On va remettre aussi des condoms, parce que des fois, les soirées ne se terminent pas exactement comme on l'avait prévu dans un festival, avec de l'alcool parfois, d'autres substances. Donc, on va donner des condoms pour être sûr de la protection des gens. Et on a aussi un havre. Le havre, ce que c'est en fait, c'est un espace de repos, un espace de sécurité pour les gens qui se sentent pas bien au niveau psychologique. Okay. Donc, dans les gros événements, les grands festivals, habituellement, on retrouve une équipe médicale avec un médecin, vraiment là, tout un équipement, des infirmiers. Et nous, on est là pour les soutenir, mais dans le volet psychosocial. C'est-à-dire qu'on va être là pour aider les gens, par exemple, qui font des bad trips, qui se sentent pas bien, donc qui ont une mauvaise expérience là, au niveau psychologique, qui sont en état de panique, des gens qui auraient perdu leur ami. Exemple, il y a beaucoup de filles qu'on va attirer, 3 fois plus de filles que de garçons au Havre. Qui sont tout simplement pas en sécurité dans la foule. Pas obligé d'avoir consommé. Pas obligé d'avoir consommé nécessairement. C'est certain que notre mandat est tout ce qui est sécurité, en fait, sécurité de la personne là, sur le lieu du festival. Parfois, il y a des gens qui sont déjà venus nous voir en disant « Je pense que j'ai été droguée, donc on va prendre ça au sérieux, on va prendre la personne sous notre aile. » Vous pouvez toujours pas tester les drogues qui sont entrées illégalement sur les sites. Pourtant, c'est une mesure qui existe ailleurs dans le monde. Pourquoi au Canada, on peut pas tester les drogues? C'est malheureux, en fait, parce qu'on a plus de 20-25 ans, peut-être même 30 ans de retard par rapport à l'Europe, par rapport à l'Autriche, la Suisse, la Belgique, la France, plusieurs pays, en fait, les Pays-Bas qui en font même une de leurs politiques de santé publique au sein du gouvernement. Nous, on ne peut pas encore. C'est certain que toutes nos approches de réduction des méfaits, si on pense au site d'injection supervisée, par exemple, on a du retard par rapport à l'Europe, donc ça prend plus de temps. Il faut savoir que pendant la période conservatrice de notre gouvernement canadien, on n'avait aucune avancée à ce niveau-là parce que
selon ce gouvernement-là, ça encouragerait la consommation des drogues. Alors que dans les faits, on sait que ça a plutôt tendance à faire prendre davantage conscience aux gens qu'il y a des risques associés à la consommation. Et on sait que ça n'entraîne pas une augmentation de la consommation non plus. Mais c'était le point de vue. Donc, il n'y avait pas d'ouverture à ce moment-là. Et donc, on n'a pas évolué jusqu'à obtenir cette exemption au niveau de la loi qui nous permettra d'analyser. Il faudrait que toi, tu touches de la drogue pour pouvoir la tester. Il faudrait que tu en aies en ta possession, mais il faudrait que pour ça, tu ne sois pas nécessairement arrêté. Oui, exactement. Donc, on travaille un peu à contre-courant. Si la police peut se mettre à côté de l'équipe du GRIP pour arrêter tous ceux qui sortent une substance de leur poche ou pour nous arrêter. Donc, ça fonctionne pas. Exactement. Ce serait risqué pour nos intervenants qui sont en possession d'une substance du moment où ils font l'analyse, même si la substance n'est pas consommable, même si c'est un petit bout de la substance, parce que c'est pas toute la substance, sinon la personne ne voudrait pas la tester. Mais concrètement, comment ça se passe? Mettons, je suis à Hochelaga, j'ai un comprimé que je crois être de l'AMD, je viens vous voir, puis là, je vous donne mon comprimé. Si j'en ai juste un, je le sacrifie. À quel point je perds de la drogue? En fait, ça prend l'équivalent peut-être d'une petite tête d'épingle. Donc, on va gratter un petit peu le comprimé pour avoir quelques grains. Puis, donc, la personne ne perd pas là, entièrement sa substance. C'est certain qu'elle en perd un petit peu, mais c'est vraiment une petite quantité qu'on a besoin pour tester les drogues. Est-ce que toutes les drogues peuvent être testées? Toutes les drogues peuvent être testées. Par contre, on a différents tests avec différents niveaux de qualité. Il y a certains tests qui ne détectent pas plusieurs substances, alors qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus précis. C'est plus au niveau de la précision des tests que là, il y a une grosse variabilité. Donc, qu'est-ce qu'on peut découvrir? On revient à ma capsule de MD. Je vous l'apporte. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de me dire sur son contenu? En fait, il existe, je vais y aller globalement, il existe deux grands types de tests. Il y a les tests qu'on appelle colométriques, où je prendrais la capsule, j'égrainerais un petit peu du contenu, je le mettrais dans une assiette, puis avec quelques gouttes de mon produit, selon la couleur, s'il devient vert par exemple, ça va me dire « Ah, qu'est-ce que tu pensais consommer? Tu pensais consommer de la MDMA, mais finalement, ce qui prédomine dans ton analyse, c'est la méthamphétamine. » Et là, on explique à la personne un peu que souvent, ce qui va prédominer n'est pas exactement ce qu'on croyait. Donc, on va aller retrouver une ou deux substances. C'est des tests qui sont plus limités, disons, parce que ça ne va pas me dire, par exemple, il y a aussi du fentanyl dans ton produit. Ça ne va pas me dire, il y a aussi du sucre, du levamisole, de rajouter plein de produits. Et là, il y a un second type de test qui nous intéresse beaucoup au niveau de l'intervention, c'est les machines. Ils ont toutes sortes de noms, chromatographie sur couche mince, spectrométrie de masse. Bon, on va laisser ça aux chimistes. Mais ces grosses machines, en fait, permettent en 15 minutes de sortir vraiment tout le portrait de ce que la substance contient. Donc là, j'arriverai avec un rapport et je dirais, ton échantillon contenait 60% de MDMA, 30% de méthamphétamine, un 10% de caféine et tel adultérant qui a été rajouté à l'intérieur. Donc là, ça devient beaucoup plus précis. C'est certain qu'il y a toujours des limites parce que si une nouvelle substance sort sur le marché, il faut la programmer dans la machine. Et il y a la question du fentanyl aussi. Oui, parlons-en. Le fentanyl, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un analgésique 100 fois plus toxique que la morphine, qui est parfois mélangé à des drogues pour les couper, comme, arrête-moi si je me trompe, la cocaïne ou la morphine. Puis on peut la consommer donc sans le savoir, ce qui est très grave parce que selon la GRC, ça prend juste 2 mg de fentanyl pur, soit l'équivalent de 4 grains de sel pour tuer un humain de taille moyenne. L'an passé, en Colombie-Britannique, il y a plus de 900 décès qui auraient été associés au fentanyl. Est-ce que c'est quelque chose que les Québécois doivent craindre aussi? Effectivement, on doit s'en préoccuper. Déjà, en Colombie-Britannique, en 914 personnes qui décèdent, c'est 914 êtres humains qui sont décédés en une seule année. C'est énorme. En prenant quelque chose qui... Sans le savoir, en fait. Et on a aussi la problématique aux États-Unis. On a compilé 59 000 morts. Donc, c'est une énorme crise qu'on est en train de vivre. Et là, le fentanyl se rapproche vers l'est. Ça a commencé en Colombie-Britannique et ça s'en vient vers nous. La semaine dernière, cette fin de semaine dernière, on a eu 4 décès à Toronto, juste à côté de chez nous, et 20 autres surdoses qui ont pu être sauvées. Donc, oui, il faut s'en préoccuper. Puis, dans les saisies de la GRC, de Santé Canada qui ont testé là, un peu ce qui circulait sur le marché, on a constaté qu'il y a du fentanyl dans ce que les gens consomment au Québec aujourd'hui, en 2017, à Montréal. On n'a pas encore de crise de décès, mais on sait que le fentanyl est présent. Et là, c'est toute la question de la dose létale c'est très, très mince à calculer, en fait, la bonne quantité ou la dose létale, et c'est ce qui nous préoccupe vraiment beaucoup là présentement.
Si les festivaliers savaient ce qu'ils consomment, est-ce qu'ils consommeraient différemment? En fait, selon les études qui sont réalisées, 94 des festivaliers nous disent si je savais ce qu'il y avait à l'intérieur, si le produit était risqué pour moi, je le consommerais probablement. 94 Qui disent oui, qui veulent vraiment, là, les gens veulent savoir en fait ce qu'il y a dans leurs produits parce que les gens veulent avoir du plaisir. Les gens ne veulent pas décéder, veulent pas se mettre à risque, veulent pas vivre des mauvaises expériences. Et que ce soit que par curiosité, les gens sont portés à vouloir réellement faire tester. Et dans les expériences qu'on a ailleurs dans le monde, un peu partout, souvent, on va attirer 3 fois plus de personnes quand on offre le service de testing comparativement à quand on l'offre pas. Bien, voyons. Et il y a des grosses boîtes d'amnistie qu'on appelle où les gens jettent leur comprimé ou leur poudre quand ils décident de ne pas la consommer et les boîtes se remplissent quand même. Donc, les gens souvent vont dire « Moi, je ne veux pas ça, c'est pas l'effet que je désirais ». Ou ils vont dire, mais je le consommerai pas aujourd'hui parce que c'est pas ça que je pensais qu'il y avait dans mon comprimé. C'est pas le buzz que j'ai envie de vivre. Oui. Donc, on limite plein de risques aussi d'expériences désagréables pour les gens. Donc, oui, il y a un changement au niveau de la conscience des gens et les études portent à croire, en fait, que oui, il y aura un changement au niveau du comportement. Fait que si on veut être en sécurité cette année dans un festival tout en amenant une substance illicite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on apporte? Oui, en fait, il n'y a pas de moyen de réduire les risques à zéro quand il est question de substances illégales. Y en a-t-il des moins dangereuses? Mettons que je suis la personne la plus pure et peureuse au monde, mais que je suis influençable et que mes pères sont comme « Vas-y, Rose, drogue-toi, qu'est-ce que je prends? » En fait, il n'y a pas de substance qui est nécessairement moins dangereuse qu'une autre parce que ça dépend de beaucoup de facteurs, en fait. Ça dépend de quelle personne est-ce que tu es, c'est quoi tes prédispositions, par exemple. Si je suis quelqu'un qui est prédisposé à la schizophrénie, peut-être que le cannabis, pour moi, ça va être la pire drogue que je peux pas prendre pendant ma fin de semaine. Si je suis quelqu'un qui est anxieux, peut-être que le café, pour moi, est une substance qui va comporter beaucoup de risques. Donc, ça dépend beaucoup de la personne, ça dépend du contexte de consommation, ça dépend de ce qui va se retrouver dans le produit que je vais finalement choisir. Et on sait que toute substance qui est illégale comporte un risque du fait qu'on ne sait pas ce que ça contient. Et il y a quelques trucs que les gens peuvent retenir, par exemple, d'éviter de consommer tout seul, de consommer avec des amis autour et de dire à nos amis, dire à quelqu'un ce qu'on a consommé pour que la personne soit au courant. Si jamais il arrivait quelque chose, c'est beaucoup plus rapide d'avertir la sécurité, de dire la personne a consommé tel produit. De diminuer les quantités. En ce moment, la santé publique recommande de diminuer au quart de ce qu'on prendrait habituellement pour tester un peu le produit. Si c'est pas l'effet qu'on veut, l'effet va être moins fort, va peut-être être un petit peu moins intense. Donc, diminuer les quantités, s'hydrater, boire beaucoup d'eau, prendre le temps de bien manger avant. Donc, il y a quand même des moyens de réduire ces risques-là et venir s'informer à des gens comme le GRIP Montréal. Puis est-ce qu'il y a un moyen de reconnaître que la drogue qu'on a achetée ne contient pas ce qu'on pense? Présentement, on n'a pas de moyens. C'est impossible. La coke ne sera pas d'une texture différente. Malheureusement. Le comprimé. Il nous faut des tests. Oui, et les gens ont tendance à essayer de s'orienter en disant « Non, mais moi, c'est des cristaux, les cristaux sont purs. » En fait, ça ne nous donne pas d'informations. C'est pas vrai. C'est des techniques de marketing, si on veut. Et les vendeurs, souvent, vont dire « Moi, mon stock est bon. Moi, je le sais que j'ai de la bonne qualité parce que je le prends de telle personne. » Et ça prouve, en fait, qu'ils sont bons vendeurs parce que la majorité du temps, c'est pas eux qui les fabriquent, les drogues. Et parfois, c'est des erreurs. Même le fentanyl qui se retrouve dans un comprimé, ça peut être tout simplement une erreur parce que les deux substances ont été traitées dans le même laboratoire puis il s'est retrouvé 2-3 grains dans cette batch-ci. Donc, on n'a pas moyen de savoir, en fait. Bien, merci pour ces mises en garde, ces excellents conseils. Merci aussi pour la présence du GRIP dans les festivals. Merci de pouvoir nous aider. Je vous souhaite un excellent Hochelaga puis un paquet de festivaliers informés dans les années à venir.